Au sommaire ce soir, un seul sujet, comment les personnes en situation de handicap dans notre pays sont-elles traitées sur le plan social, économique, culturel et finalement politique? Anne Révillard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue du laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques à Sciences Po. Votre domaine de recherche, l'articulation entre droit, action publique et transformation contemporaine des systèmes d'inégalité liés au genre et au handicap. Bruno Guironnet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes militant de la Ligue des droits de l'homme et c'est vous qui avez coordonné ce dossier, le dossier de ce soir. Alors de quoi parle-t-on en fait et quel est le problème ? Alors souvenons-nous des derniers Jeux paralympiques où champions et championnes du handisport ont été sous les feux de la rampe pendant 10 jours. Comment ne pas être admiratif devant autant de prouesses réalisées à force de courage, d'acharnement dans l'effort, de parfaite maîtrise de soi. Mais une fois éteinte la flamme des Jeux, l'illusion s'était vite dissipée. Nous étions bien loin de vivre dans une société totalement inclusive. Les 12 millions de personnes en situation de handicap restaient à nouveau confrontées, dans leur quotidien, à un véritable parcours du combattant pour se déplacer, se loger, trouver un emploi. Une tribune signée par 54 associations, dont la Ligue des droits de l'homme, parue dans le Nouvel Obs du 10 février 2025, fait le constat suivant. 20 ans après la loi du 11 février 2005, les promesses faites aux personnes handicapées d'égalité des droits et des chances, de participation et de citoyenneté ne sont toujours pas respectées. Insuffisance des moyens, humains et financiers, absence de volonté politique, manque de formation des acteurs, immobilisme des gouvernements successifs. Les avancées sont trop lentes, trop partielles, trop éloignées des besoins. Vivre avec un handicap reste synonyme, dès la petite enfance, de discrimination et d'exclusion. Fermez des guillemets. Alors, les personnes handicapées, toujours invisibilisées, seraient-elles encore en voie d'exclusion derrière un discours inclusif de façade ? C'est à cette question que nous allons tenter de répondre avec vous, Anne Révillard. Première question, ce problème du handicap, ça concerne combien de personnes en France ? Alors d'abord, merci beaucoup pour cette introduction. La question du dénombrement n'est pas évidente puisque ça va dépendre forcément des catégorisations qu'on utilise. Le handicap, c'est pas une catégorie fixe. On a une définition dans la loi, on a des définitions qui sont opérationnelles sur le plan administratif et on a des définitions plus statistiques qui vont être utilisées dans les enquêtes en population générale. Et à côté de ça, on a l'autodéfinition des personnes. Et donc, toutes ces différentes définitions ne se recoupent pas. Alors, si on prend les derniers chiffres de l'adresse, par exemple, on avait 14,5 millions de personnes de 15 ans ou plus qui rapportaient une limitation fonctionnelle sévère, donc ce qui est un des indices courants des situations. Donc, ça fait beaucoup de monde. Mais il faut savoir que ça renvoie à des situations extrêmement différentes. Et je voudrais d'emblée insister sur la diversité de l'expérience. Alors, on va parler ensuite de l'expérience sociale du handicap, des discriminations, etc. Mais simplement sur le plan médical et sur le plan des limitations fonctionnelles, en fait, ça renvoie à des situations très différentes. On a des personnes, par exemple, qui ont des handicaps moteurs, donc le fait, par exemple, de se déplacer en fauteuil ou d'avoir besoin d'une canne, le handicap sensoriel qui va renvoyer aux personnes sourdes et aveugles, par exemple, ou malentendantes et malvoyantes. Le handicap cognitif, qui peut renvoyer à la déficience intellectuelle, mais aussi à des troubles de l'apprentissage. Toutes les personnes dyscalculie, dyspraxie, dysorthographie, etc. Et puis le handicap psychique, qui a été plus récemment reconnu depuis la loi du 11 février 2005, qui va inclure donc des troubles psychotiques ou neurotiques graves du type schizophrénie, troubles bipolaires graves, des choses comme ça. Et donc, toutes ces situations médicales donc, ne sont pas nécessairement immédiatement considérées comme des situations de handicap, mais selon le degré de gravité, selon le degré auquel ça affecte les activités de la vie quotidienne, ça pourra être considéré comme des situations de handicap. Mais je voudrais insister sur cette diversité parce qu'il faut savoir aussi que l'expérience
du handicap va être très différente selon qu'on est né avec un handicap, par exemple, ou selon que le handicap a été acquis plus tard, par exemple à l'âge adulte, des suites d'un accident ou d'une maladie. Certains handicaps sont associés à un suivi médical lourd, d'autres pas du tout. En fait, d'autres sont des conditions très stables. Certains vont être associés à des douleurs, de la fatigabilité, notamment toute une série de maladies chroniques invalidantes qui sont reconnues comme des handicaps, alors que d'autres, pas du tout. Donc, sur le plan déjà strictement médical, ça renvoie à des expériences très différentes. Et puis, on va ensuite, bien sûr, parler de la dimension plus sociale de cette expérience. Alors, longtemps, la perception des personnes handicapées a contribué à les marginaliser, n'est-ce pas? Et vous pourriez, Anne Rivière, nous citer quelques stéréotypes courants associés à ces personnes? Tout à fait. Je voudrais d'abord insister sur la dimension structurelle des représentations associées au handicap, parce que c'est vrai que la notion de stéréotype est parfois associée à l'idée d'un préjugé individuel. Or, je pense que c'est vraiment important de comprendre que dans le cas du handicap, on fait face à une inégalité sociale structurelle, au même titre, par exemple, que les inégalités de genre ou les inégalités liées à la classe sociale. Donc, ce sont des inégalités qui ont des dimensions matérielles et symboliques. Et sur le plan symbolique, ça se traduit par une infériorisation systématique des personnes handicapées. C'est quelque chose qui a notamment été théorisé en termes de validisme, donc qui renvoie à l'idée d'un système de représentation qui fait des personnes valides la norme sociale, avec du coup de fortes incidences sur les personnes handicapées en termes de discrimination. Donc la difficulté sur le plan des représentations, je dirais que c'est d'abord le fait de ne penser le monde social qu'à partir des personnes valides. Par exemple, concevoir un service, un événement, un enseignement, sans penser d'emblée qu'il devrait être accessible à des personnes qui ont une diversité de caractéristiques physiques, cognitives ou sensorielles. Alors ensuite, on a effectivement des stéréotypes qui sont plus spécifiquement attachés aux personnes handicapées et qui ont pu évoluer dans le temps et qui varient aussi selon les contextes et selon le type de handicap. Alors, le stéréotype historiquement le plus ancien a été le fait de penser le handicap sur le mode de la tragédie. C'est-à-dire, avoir un handicap, c'est absolument tragique, avec un regard du coup sur le mode de la pitié. Et cette représentation... Les handicaps étant des victimes, mais seulement des victimes. Voilà, les personnes handicapées étaient considérées uniquement comme des victimes passives, et surtout la survenue du handicap étant pensée comme quelque chose d'absolument tragique dans une vie. Donc ça induit un regard sur le mode de la pitié, de l'apitoiement. Et cette représentation est dangereuse parce qu'elle porte en germe l'idée que les vies handicapées, foncièrement, ne valent pas vraiment la peine d'être vécues, ou valent moins la peine d'être vécues que les autres, ce qui a pu mener très concrètement, par exemple, à la campagne d'extermination des adultes handicapés physiques et mentaux par le régime nazi, mais ce qui mène aussi plus généralement à toute une série de discriminations dans la vie quotidienne à partir de cette idée de vie finalement qui serait d'une moindre valeur. Alors, face à ce stéréotype ancien et courant, qui reste courant de la tragédie, on a pu observer, et notamment vous évoquiez le contexte des Jeux paralympiques, la montée en puissance du stéréotype inverse de la personne handicapée super-héros, pour le coup, qui dépasse ses limites, qui dépasse son handicap grâce à sa volonté personnelle, qui arrive à faire des choses extraordinaires. Alors ça, on pourrait se dire, bon, quelque part, c'est un stéréotype plus positif, hein, ça nous raconte une histoire un petit peu plus jolie sur les personnes handicapées, mais concrètement, c'est un danger pour ces personnes parce que à la fois, ça individualise énormément le problème, et on va voir que le problème est foncièrement un problème social. Ça place aussi évidemment la barre un peu trop haut pour elles, ça les met face à des niveaux d'exigence un petit peu extrêmes, et ça conduit concrètement les personnes valides à ignorer les difficultés concrètes des vies handicapées. Les personnes handicapées, alors j'insiste aussi pour utiliser le terme personnes handicapées plutôt que les handicapés en général, pour insister justement sur cette dimension de personnes et d'importance des individus et de leurs droits, on va y venir aussi. Et donc effectivement, le défi, donc c'est quelque chose qui a été pas mal travaillé autour des représentations médiatiques du handicap, par exemple, ce serait d'arriver à représenter les personnes handicapées comme ce qu'elles sont effectivement,
gens, c'est-à-dire des personnes comme tout un chacun, avec leurs qualités, leurs défauts, et le handicap qui certes est quelque chose qui amène des difficultés, des choses dures dans la vie des personnes, mais qui pour autant n'est pas la fin de tout, et inversement, qui ne transforme pas nécessairement les personnes en super-héros. Donc c'est d'arriver à introduire une forme de banalité de ces expériences qui reste quelque chose d'assez difficile. On commence à voir dans certaines représentations de séries, de romans, des choses comme ça, des personnes handicapées qui sont juste des personnes handicapées normales, mais ça reste assez rare en fait. En général, c'est toujours associé à des traits spécifiques. Alors, Anne Révillard, à partir de quel moment a changé radicalement cette perception du handicap ? Les sociologues aiment à se référer à une formule un peu bizarre quand on est extérieur à leurs études académiques, l'escalier plutôt que la paraplégie. Vous pourriez nous commenter ce mot ? Absolument. Alors, cette expression renvoie au passage de ce qu'on appelle le modèle médical du handicap à un modèle social. Et donc, c'est un changement de perspective dans la façon de concevoir le handicap qui a été promu au départ par les mouvements de défense des personnes handicapées elles-mêmes à partir des années 60-70, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni, avec l'idée que ce qui produit les situations de handicap, ce n'est pas tant la dimension médicale dont j'ai parlé initialement, que les nombreux obstacles sociaux, les discriminations, les obstacles très matériels en termes de défaut d'accessibilité, par exemple, auxquels les personnes handicapées sont confrontées. Donc, le modèle médical désigne le fait de voir, de relier le handicap plutôt à la paraplégie, et le modèle social renvoie à l'idée qu'on va analyser les situations de handicap plutôt à partir du rôle de l'escalier. Et donc, d'où l'idée de concevoir le handicap plutôt comme un problème social dans lequel il y a une dimension collective forte. Il y a une thématique que je voudrais qu'on aborde maintenant, le handicap comme problème politique. À ce propos, je voudrais que nous écoutions Elisa Rojas, qui est avocate, militante pour les droits des personnes en situation de handicap. Elle a fondé le collectif Lutte et Handicap pour l'égalité et l'émancipation. Écoutons ce qu'elle disait au micro de France Inter. Vous écoutez Allegre FM 93.1. J'ai toujours été politisée, ça m'a toujours intéressée depuis que je suis petite. Indépendamment de la situation de handicap. Par indépendamment. Contre, j'ai mis du temps, il est vrai, à pouvoir comprendre la situation des personnes handicapées via ce prisme-là. Parce qu'on n'a pas l'habitude, justement, parce qu'on dépolitise énormément cette question-là. Parce que très régulièrement, les grands porte-paroles de la cause, les responsables de grandes associations de personnes en situation de handicap se réclament d'une parole apolitique, justement. Moi, je pense que elles le font à tort. Je pense qu'elles ont tort de prendre les choses sous cet angle-là. Je pense qu'il faut politiser cette question, que même il en va de notre survie, il en va vraiment de l'avancée de nos droits et de notre émancipation. Mais c'est vrai que c'est la tendance, encore une fois, générale de notamment des grosses associations qui gèrent des services et des établissements pour personnes handicapées et qui sont considérées comme représentatives des personnes handicapées, alors qu'elles ne le sont pas. Et d'ailleurs, les instances internationales, notamment l'ONU, considèrent qu'elles ne peuvent pas prétendre agir pour les droits des personnes handicapées. Mais vous avez raison de le souligner, on présente les choses de façon apolitique. Et malheureusement, moi, il y a eu un moment où effectivement, je ne faisais pas les bonnes connexions, je ne faisais pas les bons liens entre ce que je savais, ce que je comprenais déjà sur plein d'autres sujets et le handicap. Mais il y a un moment donné où le puzzle, quelque part, s'est assemblé de lui-même. Je pense aussi beaucoup du fait des études que j'ai faites. Vous écoutez Allegre FM 93.1. Elisa Rojas, donc avocate et militante des droits des personnes en situation de handicap, c'était donc sur France Inter en avril 2023. Qu'est-ce que vous inspire, Anne Révillard, cette déclaration de cette avocate très impliquée dans ce combat ? Alors, heureusement que Elisa Rojas est là pour interpeller sur l'importance de cette dimension politique du handicap, du fait d'en faire un sujet social, un sujet politique et l'affaire de tous. Ce puzzle qu'elle évoque dans cet extrait d'entretien, ça renvoie à ce tournant vers le modèle social du handicap que j'évoquais tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est un cheminement qui n'est pas forcément évident pour les personnes concernées, aussi
aussi parce que ce modèle médical du handicap, c'est une représentation sociale qui reste très forte. Et c'est vrai que tout à l'heure, on a parlé d'un changement de perception du handicap. C'est un changement de perception qui a été poussé au départ par les mouvements militants, qui est très présent aussi dans la recherche en sciences sociales, mais qui n'est pas encore complètement banalisé dans les représentations communes du handicap. On assiste à un changement social qui est en train de se dérouler, mais qui est un changement de long terme, un changement lent. Vous parlez aussi dans vos travaux de dimension subjective dans l'expérience sociale du handicap. Pourquoi êtes-vous aussi attaché à cette expression ? Alors oui, j'ai cherché à théoriser un petit peu à quoi renvoyait cette dimension sociale du handicap, puisque on a évoqué tout à l'heure le passage du modèle médical au modèle social du handicap, et dans les réflexions de sciences sociales, on a du coup beaucoup de discussions qui ont un caractère un petit peu ontologique, c'est-à-dire autour de qu'est-ce que c'est que le handicap, dans quelle mesure est-ce que c'est du médical, du social, etc. La réponse la plus courante étant ce qu'on appelle une définition biopsychosociale ou interactive du handicap, qui consiste à dire, en fait, l'expérience du handicap, c'est à la fois l'expérience d'un certain nombre de caractéristiques médicales et l'expérience d'un traitement social. Et donc, dans mes travaux, comme je suis sociologue, j'ai souhaité me focaliser sur cette dimension sociale du handicap en cherchant à creuser un petit peu, c'est-à-dire au-delà du constat, au-delà du fait de dire le handicap, c'est social et c'est pas juste médical. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que c'est exactement ce social ? À quoi est-ce que ça renvoie ? Et donc là, j'ai pris mes outils de sociologue pour essayer de rendre compte de cette expérience sociale du handicap, qui a des dimensions objectives très fortes, c'est-à-dire que je l'ai d'abord décrite en tant qu'une expérience inégalitaire. C'est l'expérience d'un système d'inégalité qui place les personnes concernées en situation d'infériorisation sur le plan des ressources matérielles, sur le plan du pouvoir et sur le plan sur le plan statutaire, en fait, sur le plan de la considération à laquelle on a droit, ce qui renvoie à la discussion qu'on avait tout à l'heure sur les stéréotypes et les représentations. Mais au-delà de ces dimensions objectives qui caractérisent l'expérience sociale du handicap, faire l'expérience sociale du handicap, c'est aussi un rapport subjectif à ces dimensions. C'est un rapport subjectif à ces assignations, à cette infériorisation en termes à la fois de ressources matérielles, de pouvoir et sur le plan statutaire. C'est aussi un rapport subjectif à l'identification par les autres comme personnes handicapées ou non. Et j'ai voulu aussi m'intéresser à cette dimension subjective pour insister sur le fait que, contrairement aux stéréotypes qu'on évoquait au tout début de l'émission, les personnes en situation de handicap ne sont pas passives. Elles sont, en tout cas, moi, ça m'a interpellée. C'est un des constats qui m'a frappée dans mes travaux. C'est de voir la très forte agentivité des personnes que je rencontrais pour très souvent contester ce statut social auquel elles étaient assignées, pour contester aussi des choses très quotidiennes, souvent des défauts d'accessibilité, par exemple. Donc, un rapport subjectif à l'expérience qui me semble aussi très important à étudier. D'accord, André Villard. Vous avez employé il y a un instant le mot d'outil du sociologue, et selon quelle méthode vous évaluez cette expérience subjective du handicap quand vous rencontrez ces personnes ? Vous pouvez nous en dire 2 mots, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Alors, on peut parler d'outils sur le plan très méthodologique concret. Donc, par exemple, moi, et donc pour explorer la dimension plus subjective de l'expérience du handicap, on va en général mobiliser des outils plutôt qualitatifs. Donc, par exemple, moi, j'ai travaillé à partir d'entretiens biographiques avec des personnes qui ont des incapacités visuelles ou motrices, mais pour documenter des aspects plus objectivables de l'expérience du handicap, ce que j'évoquais, par exemple, sur les ressources matérielles, le pouvoir. On pourra avoir recours aussi à des méthodes quantitatives, à des résultats. Et donc, il y a une dimension, un caractère essentiel justement du fait de pouvoir chiffrer ces inégalités en termes par exemple de pauvreté, en termes de défaut d'accès à la représentation politique. Donc c'est un des enjeux essentiels. Puis après on a des outils plus théoriques que j'ai évoqués très rapidement quand j'ai parlé de pouvoir, de ressources matérielles, de statut. Mais voilà, en tout cas pour ce qui concerne les méthodes plus concrètes. À ce stade de l'émission, je voudrais qu'on fasse, André Villard, un premier bilan de la loi du 11 février 2005, une loi qui a fêté donc
il y a quelques semaines, son 20e anniversaire. Où en est-on aujourd'hui ? Quel est le bilan, positif ou négatif ? Alors, c'est forcément un bilan en demi-teinte. Il faut savoir que pour l'époque, c'était quand même une loi très ambitieuse, cette loi du 11 février 2005, puisqu'elle elle a introduit un certain nombre de nouveaux principes et de nouveaux droits essentiels pour les personnes handicapées, que ce soit notamment en matière d'intégration scolaire, donc en posant, sans exclure la scolarisation en établissement spécialisé, mais en posant quand même une priorité sur l'inclusion scolaire et la scolarisation en milieu ordinaire, en matière de compensation du handicap, avec la création de la prestation de compensation du handicap, qui concrètement est une prestation qui a rendu possible la vie en logement autonome pour des personnes qui ont besoin d'une aide humaine H24. Donc des changements très substantiels. Et puis, on pourrait évoquer pas mal d'autres domaines, mais il faut citer aussi l'accessibilité. Donc la loi de 2005 avait introduit un objectif ferme de mise en accessibilité de l'espace bâti des établissements recevant du public et des transports à échéance de 2015. Objectif qui n'a pas été rempli et sur lequel le gouvernement est revenu. On va y revenir d'ailleurs tout à l'heure. Donc un bilan, oui, en demi-teinte sur tous ces plans. C'est-à-dire qu'on a énoncé un certain nombre de droits assez ambitieux et que ce qu'on constate 20 ans après, c'est toujours des défauts majeurs d'effectivité dans tous les domaines concernés. Donc, après, oui, on peut partir sur tel ou tel domaine, mais le cas de l'accessibilité en est un bon exemple. Alors, revenons maintenant à la différence d'approche dans la définition française du handicap par rapport à celle des grandes institutions mondiales ou européennes. Vous pourriez nous souligner quelles sont les différences essentielles dans ces deux approches qui ont provoqué à des débats, voire même à des remontrances de la part des institutions, des grandes institutions internationales à l'encontre de la France. Donc, j'évoquais tout à l'heure rapidement cette idée d'une définition interactive du handicap qui identifie le handicap comme se définissant en interaction entre des caractéristiques personnelles, des caractéristiques médicales et des caractéristiques de l'environnement. C'est ce type de définition qui est devenu dominant au niveau international, au niveau de l'OMS par exemple, mais aussi dans la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées. Et il se trouve qu'en France, on continue à travailler avec une définition qui reste à dominante médicale, une approche qui reste quand même malgré tout à dominante médicale. Dans la définition qui a été introduite par la loi du 11 février 2005, on a une référence effectivement à l'environnement avec l'idée de restriction de limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne, mais on nous dit ensuite en raison d'une altération substantielle durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Donc la relation de causalité principale, elle est bien elle est bien liée à la dimension médicale du handicap. Et nous revenons à notre discussion sur le handicap et le droit. C'est le thème de Fréquence Droit, l'émission mensuelle de la section 10-11 de la Ligue des droits de l'homme. Notre invité, Anne Révillard, qui est donc sociologue du laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques à Sciences Po. Nous sommes en compagnie de Bruno Guironnet, qui a coordonné ce dossier. La France serait-elle le mauvais élève en matière d'accessibilité ? Par exemple, la loi de 2005 avait comme horizon, vous le disiez tout à l'heure, Anne Révillard, 100% de logements accessibles pour les personnes à mobilité réduite. On en est loin. À ce propos, je vous propose d'écouter et de retrouver Élisa Loiras, qui était donc sur France Inter en avril 2023. Elle est fondatrice du collectif Lutte et Handicap pour l'égalité et l'émancipation. La question de l'accessibilité, c'est que ça n'avance pas tout simplement parce qu'à chaque fois, on reporte l'obligation. C'est-à-dire que c'est quand même une obligation qui date de 1975 et la loi de 2005 a rappelé cette obligation et la seule chose qu'elle a vraiment mis en avant, c'est un délai pour que justement on sorte de l'attentisme et de la stagnation et qu'on avance. Et à partir de ce délai-là, les choses devaient être mises en conformité et devaient permettre, si ce n'était pas fait, aux personnes handicapées de pouvoir
pouvoir éventuellement se pourvoir en justice. Mais en fait, au dernier moment, tout a été fait pour reporter les délais, pour éviter la création de ces actions en justice. Et vous êtes avocate, je le rappelle. Oui, voilà, pour empêcher le contentieux, comme on dit dans notre profession, c'est-à-dire empêcher les gens d'aller et faire les recours qui pourraient éventuellement être à leur disposition. Donc très très volontairement, à ce moment-là c'était le gouvernement de François Hollande, très très volontairement, on a réformé cet aspect de la loi de 2005 pour donner encore des délais supplémentaires. Elisa Rojas, qui est donc du collectif Lutte et Handicap pour l'égalité et l'émancipation, nous venons avec vous pour évoquer cette situation. Anne Révillard, pour quelle raison, et est-ce que c'est pour cette raison que le Comité européen des droits sociaux a été saisi par 4 grandes associations françaises? Parce que le gouvernement ne tient pas ses promesses, c'est ça? Alors oui, l'accessibilité était un des motifs, mais suite à cet extrait d'interview, je voudrais vraiment insister sur le caractère fondamental du droit à l'accessibilité. C'est vraiment un des droits fondamentaux en matière de handicap, et le fait qu'on avance très difficilement là-dessus en France est un gros problème, parce que c'est un droit qui conditionne la réalisation de toute une série d'autres droits fondamentaux, en termes d'accès au logement, on l'a évoqué, à l'éducation, l'accès au sport et aux loisirs, l'accès à l'emploi. Tous ces autres droits sont conditionnés par la réalisation d'une accessibilité effective. Donc c'est vraiment un enjeu fondamental, et on peut vraiment que déplorer les reculs qui ont été constatés en la matière. Il y a peu de domaines comme ça dans lesquels on peut observer un recul de droits fondamentaux aussi net quand il y a eu ce recul en 2014 avec le report de l'obligation de mise en accessibilité. Ça a été une décision vraiment grave, et ensuite on voit des reculs qui se confirment avec la loi Elan. Donc tout ça est extrêmement préoccupant autour d'un droit qui est un droit absolument fondamental, notamment en lui-même, et parce qu'il conditionne l'accès à toute une série d'autres droits pour les personnes. Alors pardon, du coup j'ai un petit peu dévié, mais vous évoquiez effectivement l'interpellation par donc là c'était des 4 grandes associations. Oui, c'est ça. Donc c'est l'APF France Handicap, la FNAT, l'UNAPI et l'UAFAM qui avaient fait une réclamation collective en 2018 auprès du Conseil européen des droits sociaux, donc institution du Conseil de l'Europe, autour de plusieurs motifs, mais qui incluaient notamment les défauts d'accessibilité des transports et des bâtiments, le manque d'accompagnement en général des personnes en situation de handicap, notamment manque d'accompagnement des élèves, manque de place en structure d'accueil. La réclamation pointait aussi des grosses difficultés en termes d'accès aux soins pour les personnes handicapées. Et donc, effectivement, suite à ça, la France a été épinglée par le Conseil de l'Europe sur ces dossiers. Bon, là, on retrouve en fait tout le débat sur l'inclusion, puisque vous avez évoqué dans vos propos l'accompagnement des enfants scolarisés dans l'école ordinaire. Et là-dessus, vraiment, il y a des discours très divergents, voire contradictoires, opposés, qui se sont fait entendre. Vous pourriez nous en dire 2 mots ? Oui, alors cette question éducative est évidemment une question fondamentale parce que l'école, c'est un endroit où des catégories d'âge importantes, les enfants et les adolescents, passent une grande partie de la journée. C'est un lieu de socialisation, un lieu de vie essentiel. Et puis, en sociologue, on peut aussi souligner que c'est un lieu qui contribue à déterminer les destinées socio-économiques des personnes. Donc, ce qui se passe à l'école est extrêmement important pour l'évolution des inégalités liées au handicap. Alors, sur ce dossier de l'école, quand on regarde les choses en théorie, disons que c'est assez simple. Il y a un petit peu 2 modèles théoriques opposés.
qui sont d'un côté le modèle de l'éducation spécialisée, donc qui répond un petit peu à une conception plus médicale du handicap, où là l'idée c'est que il faut créer des structures dédiées pour accompagner spécifiquement les enfants et les ados handicapés dans des structures séparées, adaptées à leurs besoins. Ce type de modèle de scolarisation a été fortement remis en question sur le plan international depuis notamment la déclaration de Salamanque de l'UNESCO en 1992, avec la promotion du modèle alternatif de l'éducation inclusive. Donc l'éducation inclusive, qu'est-ce que c'est ? C'est l'idée, c'est vraiment ce qui correspond à l'application du modèle social du handicap à cette question de l'école. C'est-à-dire qu'on ne part plus de l'idée de l'élève qui est inadapté à l'école, mais on va réfléchir à comment adapter le cadre scolaire en général à la diversité des situations individuelles des enfants, qui vont inclure des enfants en situation de handicap, mais aussi des enfants avec toute une diversité de problématiques sociales, de problématiques linguistiques, etc. Et donc, c'est vraiment une conception très différente, notamment par rapport au modèle d'institution scolaire qu'on a en France, qui consiste quand même pas mal à imposer un moule commun à toute une série à des enfants extrêmement divers par nature. Là, c'est vraiment l'idée très très différente qu'il s'agit d'adapter l'institution scolaire, de la rendre plus souple, plus adaptable à la diversité des besoins. Et donc, en théorie, on voit bien en quoi ce modèle est bien plus intéressant que le modèle ségrégatif de l'éducation spécialisée. Le problème, c'est qu'en pratique, l'alternative à laquelle les familles sont confrontés, les enfants sont confrontés, c'est pas entre ce modèle idéal de l'éducation inclusive et ce mauvais modèle en face, entre guillemets, de l'enseignement, de l'éducation spécialisée. C'est une alternative entre une scolarisation en milieu ordinaire, mais avec des incertitudes très fortes sur le type d'aménagement auquel on va pouvoir avoir accès, et surtout une quasi-absence de questionnement de la norme scolaire par rapport à la diversité des besoins des élèves, c'est-à-dire qu'on n'est pas sorti de ce modèle de moule unique en fait, et de modèle unique qu'on cherche à imposer à tous les élèves. Et donc, tant qu'on ne sort pas de ce modèle-là, ça va continuer à rester extrêmement difficile pour les enfants en situation de handicap, comme pour plein d'autres enfants par ailleurs. Et donc, en face, l'alternative de certaines structures spécialisées, on peut comprendre qu'elle reste en fait intéressante, sachant que le modèle de scolarisation en milieu ordinaire reste très défaillant. Sur cette question, je vous propose d'écouter et de retrouver Elida Rojas, qui est donc, je le rappelle, la fondatrice du collectif Lutte et Handicap pour l'égalité et l'émancipation. Écoutez ce qu'elle disait il y a 2 ans sur l'antenne de France Inter. Malheureusement, les choses ne sont pas simples pour les élèves handicapés. Déjà, on a un système qui est totalement axé autour des établissements spécialisés, oui, et dont on nous demande en tant que pays de sortir en application du droit international. Donc il faut arrêter de raisonner autour de tout ce qui est spécifique aux personnes handicapées et reconnaître qu'elles ont le droit d'étudier avec les autres en milieu ordinaire. Mais évidemment, pour ça, il faut mettre les moyens, c'est-à-dire il faut rediriger les moyens. Au lieu de lui donner à des associations pour gérer des établissements et services spécialisés, il faut qu'on donne les moyens à l'éducation nationale de pouvoir accueillir correctement toutes les personnes handicapées avec les moyens humains. Ça peut être évidemment de construire un système d'aide humaine avec des auxiliaires de vie scolaire vraiment qui soient pas précaires. Tant qu'on ne mettra pas les moyens pour justement construire un statut pérenne, solide, pour reconnaître une véritable place à ce métier au sein de l'éducation nationale avec des salaires à la hauteur, il est clair qu'on ne permet pas aux élèves handicapés d'étudier dans de bonnes conditions, en fait. Si les personnes qui les accompagnent elles-mêmes ont des conditions de travail détériorées, leurs conditions d'études à eux, à tous les élèves handicapés sont également détériorés, c'est évident. Justement, depuis la rentrée 2024, le gouvernement communique beaucoup autour de l'école inclusive, en nous rappelant qu'il y a 1 demi-million d'élèves qui sont en situation de handicap et scolarisés dans
dans l'école ordinaire, c'est-à-dire 4,36% du total des élèves, très exactement. Bon, il y a eu j'ai envie de dire de façon polémique, une grand-messe qui a été organisée pour fêter les 20 ans de la loi du 11 février 2005, donc le 11 février dernier, au sein du Handilab de Saint-Denis, où il a été rappelé toute une série de mesures prises récemment pour développer l'inclusion scolaire. Par exemple, l'extension d'unités locales pour l'inclusion scolaire, qui sont des structures pédagogiques adaptées qui sont mutualisées sur une région. Le gouvernement a rappelé que depuis 2022, à chaque rentrée, il y a eu la création de 4000 équivalents temps plein AESH, c'est-à-dire accompagnants d'élèves en situation de handicap. Beaucoup d'effets d'annonce, certes des moyens qui sont alloués, mais des moyens insuffisants et peut-être sur une pente que l'on pourrait estimer inquiétante, puisque à la dernière rentrée, ce n'était pas 4000 équivalents temps plein d'AESH qui étaient créés, mais seulement 3000. Tout est donc une question de moyens. André Viard, est-ce qu'on paye assez? Est-ce qu'on accorde assez de crédit pour cette politique en faveur des personnes en situation de handicap? Alors, la question des moyens est évidemment essentielle et il faut attribuer plus de moyens. Enfin, si on croit à l'importance de l'éducation, il est essentiel d'attribuer plus de moyens à cette dimension. Par rapport aux chiffres que vous donniez, je voulais attirer l'attention sur le fait qu'on utilise souvent le nombre d'élèves scolarisés en établissement ordinaire comme un indice de l'inclusion scolaire. Et je voudrais insister sur le fait que, en fait, le nombre d'élèves scolarisés en milieu ordinaire ne nous dit rien de l'inclusion scolaire, mais vraiment rien. Ça nous dit simplement que des élèves sont scolarisés en milieu ordinaire. Ça ne nous dit rien des conditions dans lesquelles ces élèves sont scolarisés. Ça ne nous dit rien de leur réussite éducative. Ça ne nous dit rien de leur expérience scolaire, de leur qualité de vie à l'école. Donc, on est quand même sur des indicateurs extrêmement pauvres du droit à l'éducation. Donc, il y a un énorme travail là-dessus. Donc, évidemment, c'est une affaire de moyens. Les moyens sont essentiels. Et comme le disait Elisa Rojas, donc, il faut absolument renforcer notamment les effectifs d'AESH pour permettre un accompagnement individuel et collectif des élèves qui en ont besoin. Mais foncièrement, je voudrais aussi insister sur le fait que ce n'est pas qu'une question de moyens, parce que c'est aussi une question de vraiment repenser l'institution scolaire. Et c'est pour ça que c'est si difficile. Et c'est pour ça que ça n'avance pas. C'est vraiment ce que j'évoquais tout à l'heure. Enfin, si vraiment on prend le modèle social au sérieux, ça veut dire qu'on repense les normes à partir desquelles on fonctionne habituellement pour intégrer de manière plus routinière la question du handicap. Et foncièrement, ça invite à repenser la façon dont les écoles sont organisées, la façon dont on organise la pédagogie, la façon dont on organise les temps scolaires. Tout ça, en France, est particulièrement normé et rigide et pas du tout propice, en fait, à l'inclusion des élèves en situation de handicap. André Viard, nous allons parler de l'emploi, les personnes en situation de handicap et l'emploi. Qu'est-ce qu'on peut en dire, notamment au niveau des chiffres ? Alors, d'abord, en termes de diagnostic, les personnes en situation de handicap sont, par ailleurs, dans une situation de marginalité, à la fois par rapport à l'emploi et dans l'emploi. Donc, par rapport à l'emploi, c'est-à-dire qu'elles sont globalement éloignées du marché du travail. On a un taux d'emploi de 50% pour les personnes en situation de handicap contre 70% pour les personnes valides chez les 15-64 ans. Donc, quand même un éloignement du marché du travail qui est très marqué. Et puis, quand les personnes sont en emploi, on constate qu'elles occupent plus souvent des postes moins rémunérés, moins qualifiés, plus souvent à temps partiel, etc. Donc, il y a une double marginalisation. Alors, par rapport à ça, il y a un certain nombre de politiques publiques qui ont été mises en place. Notamment, en France, on a un élément central des interventions en matière d'emploi qui est le quota de 6%, donc ce qu'on appelle l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, qui correspond au quota de 6% de travailleurs handicapés qui est imposé
aux entreprises et établissements publics Vous faites plus de référence 20 à la loi salariés. de 87, c'est bien ça? C'est ça, oui, qui trouve ses origines dans des quotas d'après-guerre. Enfin, ça date même de la Première Guerre mondiale. C'est une disposition vraiment très très ancienne et très ancrée dans les interventions en matière de travail en France. Donc ce dispositif est central. Et puis on a d'autres dispositifs aussi qui sont venus se greffer, notamment avec la loi de 2005, des préconisations très importantes en matière de non-discrimination en emploi et d'obligation pour les employeurs de fournir des aménagements raisonnables aux personnes handicapées qui en ont besoin. Or, on constate d'importantes limites à la mise en œuvre de ces différentes dispositions. Bruno Guironnet. Alors, autre problème, si l'on peut dire, c'est l'AAH, c'est-à-dire l'allocation adulte handicapé. On peut rappeler qu'elle a été légèrement augmentée, passée de 1 016 € environ à 1 033 € pour une personne sans autre revenu. Et actuellement, il y a un projet de loi transpartisane porté par un député du Parti socialiste et des Républicains pour revaloriser l'AAH au niveau, disons, d'un niveau normal de rémunération, parce qu'actuellement, cette allocation est en dessous du seuil de pauvreté. Alors, également, il y a de nouveaux droits qui ont été appliqués et proposés, enfin, qui ont été inscrits dans la loi, celle du plein emploi, la loi pour le plein emploi de 18 décembre 2023, qui concerne les droits. On a essayé de mettre fin à cette situation intolérable des travailleurs en ESAT qui n'avaient pas les mêmes droits que les salariés en entreprise. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sont considérés comme usagers. ESAT, il faut le rappeler, établissement de soutien et d'aide au travail. C'est une structure sur laquelle a enquêté notre confrère Thibaut Petit. Je vous propose de l'écouter. La première, c'est de dire que c'est un établissement médico-social qui emploie exclusivement des personnes en situation de handicap, parce que ce sont des personnes qui sont exclues du milieu ordinaire, car elles sont considérées comme non adaptées. Et la deuxième définition, qui est un peu plus, on va dire, d'enquête et journalistique, ce serait de dire que ce sont des lieux de production où il y a des impératifs de productivité, donc de rentabilité, il y a des cadences, où ne s'applique pas le code du travail. C'est qu'effectivement, c'est pas des salariés, ils dépendent pas du code du travail, ils dépendent de ce qu'on appelle le code de l'action sociale et des familles. Ça veut dire que ce sont des usagers, et ça c'est pas moi, c'est le terme administratif, c'est le terme de l'État français. Ça veut dire que quand vous êtes usager, vous n'avez pas de salaire minimum, vous n'avez pas de SMIC, vous touchez une rémunération qui est en moyenne de 750 € net par mois pour 35 heures de travail. Donc la moitié du SMIC. La moitié du SMIC. Ça veut dire que vous ne pouvez pas exercer vos droits syndicaux, que vous ne pouvez pas saisir les prud'hommes et que vous ne pouvez pas non plus saisir l'inspection du travail. Et je vais juste rajouter une chose. À la base, ce statut d'usager, il avait été créé et pensé pour protéger les travailleurs handicapés, notamment des licenciements. Sauf que ces établissements ont tellement évolué qu'aujourd'hui, ce statut, il est vécu comme une privation de droit et une humiliation de la part des travailleurs. Alors justement, j'avais évoqué l'article 14 de la loi pour le plein emploi de décembre 2023. Quels sont les nouveaux droits qui sont accordés par ce texte de loi, Anne Révillard ? Alors, de ce point de vue, la loi plein emploi, enfin, sur le volet spécifiquement ESAT, s'inscrit dans une dynamique plus générale de transformation du secteur protégé d'emploi. Et effectivement, donc, cette loi introduit des nouveaux droits, notamment inscrit les droits collectifs fondamentaux dans le Code de l'action sociale et des familles, donc notamment le droit d'adhérer à un syndicat, le droit de grève, le droit d'alerte et de retrait, le droit d'expression directe et collective. Il y a un renforcement de l'association aux travaux du comité économique et social de l'établissement. La prise en charge des frais de transport domicile-travail, l'extension du bénéfice des titres restaurants, des chèques vacances aux travailleurs des ESAT et le bénéfice d'une complémentaire santé pour les travailleurs des ESAT, donc qui n'était précédemment pas obligatoire et qui le devient. Donc peu à peu, on a un certain nombre de droits qui sont accordés à ces travailleurs qui font en sorte que le statut, sous certains égards, se rapproche un petit peu du statut de salarié.
même si on a des différences importantes, notamment bien sûr en termes de rémunération. Mais juste pour nuancer ce qui était dit dans le témoignage précédent, je voudrais quand même souligner que les travailleurs en ESAT, donc effectivement, ont une rémunération qui statutairement est entre 55% et 110% du SMIC, mais qu'ils ont aussi accès à un complément d'AH qui permet de les amener au niveau du SMIC. Donc c'est quand même un statut qui est relativement protecteur sur le plan des ressources matérielles auxquelles ils donnent accès par rapport à certaines alternatives en milieu ordinaire de travail pour ces publics qui risquent d'être des alternatives plutôt d'emploi à temps partiel sur des contrats courts, etc. Donc d'où la complexité en fait de l'enjeu de la transition vers le milieu ordinaire de travail. C'est une précision qu'il fallait en effet donner. Bruno Guillornet. Alors pour conclure, je voudrais revenir à la fameuse tribune collective des 54 associations pour la défense des personnes en situation de handicap que je citais en début de l'émission. L'État ne peut pas tout. Entreprises, associations, partenaires sociaux, collectivités territoriales, administrations, élus de la République, citoyens et citoyennes. Il est temps de fédérer nos énergies. La société tout entière doit se mobiliser pour défendre les droits humains, la justice sociale et la solidarité. Fermez les guillemets. De son côté, la Ligue des droits de l'homme continuera à s'y employer de toutes ses forces pour rendre effectifs tous les droits acquis ou à conquérir par les personnes en situation de handicap. Alors ça, c'est notre mot d'ordre, le mot d'ordre de la Ligue des droits de l'homme. Mais peut-être pour conclure cette émission, Anne Révillard, quelle serait la mesure à prendre, selon vous, vous qui connaissez cette question, que vous l'étudiez au quotidien, la mesure qui changerait la donne pour les personnes en situation de handicap ? Alors là, c'est une question extrêmement complexe pour finir. Étant donné que la question du handicap est transversale et touche à tous les secteurs d'action publique, il me semble extrêmement difficile d'identifier une mesure qui devrait être prioritaire. Mais là, au dépoté, je dirais probablement de mettre l'accent sur l'accessibilité avant tout le reste, puisque, comme je le disais, c'est une condition de l'accès à toute une série d'autres droits. Oui, il faut rappeler que pour l'instant, ce problème de l'accessibilité n'a pas été pris en charge comme il le devrait. Anne Révillard, merci d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes sociologue et membre du laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques à Sciences Po Paris. C'est la fin de Fréquence Droit, l'émission de la section 10-11 de la Ligue des droits de l'homme. Dans un instant, le rendez-vous avec la présidente de la section qui va nous délivrer, comme chaque mois, son mot. Nous retrouvons dans un instant Yannick Alvarez. Bonsoir et merci de me donner la parole. Le 18 mars dernier, l'évacuation de 450 jeunes migrants regroupés à la Gaîté Lyrique a encore donné lieu à des violences policières inacceptables de la part des forces de l'ordre et à de nombreuses gardes à vue, tant à l'encontre des jeunes que des manifestants qui étaient venus exprimer leur soutien et leur solidarité. Tout d'abord, la première chose à dire, c'est que la France est signataire de la Convention internationale des droits de l'enfant et a en conséquence des obligations de protection vis-à-vis de ces migrants mineurs isolés qui ont droit à des conditions de vie décentes. Mais au-delà, il faut rappeler que le droit de manifester est un droit fondamental, qu'il est un outil de démocratie continue et qu'il a autant de valeur pour la démocratie que le droit de vote. Il n'y a pas de véritable démocratie sans droit collectif. Donc il faut rappeler qu'il n'existe aucune obligation d'obtenir une autorisation de manifester. Les manifestations doivent simplement être déclarées. Que, en conséquence, l'expression « manifestation non autorisée » n'a aucun sens, que les manifestations peuvent être interdites dans des cas très exceptionnels seulement, et que participer à une manifestation non déclarée et spontanée n'est pas un délit. Puisque ce n'est pas un délit, ça ne peut pas, normalement, donner lieu à interpellation et à garde à vue.
Et puis de toute manière, avant de disperser, la police est obligée de faire des sommations. Voilà, en démocratie, la rue a des droits. Yannick Alvarez, présidente de la section 10-11 de la LDH, Fréquence Droit, c'est terminé. Rendez-vous le mois prochain. Fréquence Droit, nouvelle émission sur Aligre FM proposée par la Ligue des droits de l'homme. 1 heure pour débattre, décrypter l'actualité, qu'elle soit politique, sociale, culturelle, environnementale, chaque fois qu'elle oppose droits humains et exercice du pouvoir. Fréquence Droit, pour une information libre, la voix de la Ligue des droits de l'homme, chaque dernier lundi du mois de 18h à 19h, c'est sur Aligre FM. Vous écoutez Aligre FM 93.1.